Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Vatican, Macron éjecté par Trump. Affaire Epstein, encore une disparition très mystérieuse et Pustula, la fin. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, France Ambroche, JP Poignant, Amel, Anorga, Crisis, Bérimbaud, Philippe Bohen, Scorpion, Radar et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Revenons sur l'affaire François Bayrou. Dans les précédents entretiens, nous avions démonté les mensonges de François Bayrou un par un, comme celui-là. François Bayrou a découvert hier seulement que sa fille avait été victime de violences, conféré mon dernier entretien. Mais François Bayrou est confronté à l'évidence. Il est donc obligé de reconnaître qu'il est un menteur pathologique. Bétaram, Bayrou a bien rencontré le juge Mirand, reconnaît son cabinet. Sur Mediapart, Hélène Perlan, la fille du Premier ministre, a assuré que son père s'était bien rendu au domicile du juge Christian Mirande pour parler de l'enquête pour agression visant l'ex-directeur de Bétaram. Le Premier ministre démentait jusqu'à présent. Son cabinet reconnaît désormais formellement cette rencontre. Le cabinet de Bayrou reconnaît donc qu'il a menti, mais qu'est-ce qu'il attend pour démissionner? Ça, on se le demande, mais tout le monde a très bien compris que François Bayrou a tenté un coup avec le témoignage de sa fille. Il a voulu inverser l'accusation et apparaître comme une victime. Mais cet exercice de com et de propagande est en train de se retourner contre lui. Nous serons très attentifs à ce qu'il pourra dire devant la commission le 14 mai. Affaire Bétaram, ce qu'attend la commission d'enquête de Bayrou après les propos de sa fille. Les députés auditionneront le Premier ministre le 14 mai. L'objectif est de faire la lumière sur ce qu'ils savaient précisément des faits de violence. À suivre donc. Autre actualité qui a fait la une des journaux, l'attaque au couteau à Nantes. Les réseaux sociaux d'ailleurs se sont écharpés au sujet des motivations de l'assassin. Est-ce que c'est un tueur de l'ultra-droite ou un membre de l'extrême gauche? Les faits. Dans le quartier à l'est de Nantes, où Justin P. vivait avec sa mère et une sœur dans un logement social, les voisins décrivent une famille monoparentale très gentille, d'origine turque et parfaitement intégrée. C'est quand même fascinant, c'est un jeune de notre temps, il est issu de la diversité, adorateur du petit moustachu et terroriste escrologiste. L'intersectionnalité des luttes, très chère à toute cette gauche, et cela met parfaitement en lumière les dérives idéologiques justement de cette gauche. Certains pourraient me dire c'est un détraqué, un fou. Est-ce le seul? Sandrine Rousseau sur le sujet. Donc pour Sandrine Rousseau, ne pas se voir d'avenir à cause du réchauffement climatique, excuse de poignarder ses camarades de classe. Elle est complètement givrée celle-là. C'est QFD. Sandrine Rousseau, grande prêtresse de la peur. Ayez peur, oui, soyez terrorisés. C'est la bonne vieille technique d'ingénierie sociale qui est utilisée massivement par Emmanuel Macron et tous ses escrologistes pour vous asservir. Covid, Ukraine et climat. À tel point que les psychiatres désormais parlent d'éco-anxiété. Témoignage. J'ai bientôt 23 ans. Je viens d'être baptisé à Pâques dans l'église catholique. J'ai connu le désespoir, les idées noires. J'ai perdu de vue mon avenir entre 2020 et 2023. J'ai souhaité que tout s'arrête car je ne voyais plus d'issue possible. La mort, la maladie, la guerre, la terre qui se consume, les ressources qui s'amenuisent. J'ai connu l'éco-anxiété et je vois encore aujourd'hui autour de moi beaucoup de mes camarades de promo être défaitistes et négatifs. On peut s'en sortir, on doit s'en sortir. Ne cédons pas à la tentation. N'ayons pas peur, comme cela nous est répété 365 fois dans la Bible. Je prie pour mes petits frères et mes petites sœurs. Nous sommes l'avenir, personne ne nous le prendra, tout ira bien. Un message fort et
Ce qu'il faut retenir, si on a peur, on se laisse diriger et manipuler. Marie-Estelle Dupont sur notre jeunesse. Il y a 5 ans, j'écrivais dans le Figaro qu'on allait avoir une génération de plus en plus déprimée, de plus en plus violente. On me disait que j'étais alarmiste et malheureusement, les chiffres aussi bien de la violence que de la santé mentale sont venus corroborer mes propos. Alors, je pense que c'est important. L'éco-anxiété, vous en avez déjà entendu parler? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'osent plus se projeter par peur de l'avenir climatique. Et il faut bien comprendre que cette peur est entretenue 24 heures sur 24 dans nos médias afin de justifier les politiques délirantes des Verts, de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. ZFE, persécutions diverses et variées, taxes et toute l'escrologie. Regardons par exemple la une de l'Aberration. La sécheresse ne prendra pas de vacances. Il est essentiel d'apprendre à décrypter les discours véhiculés par la presse écrite et les médias. Derrière une façade de neutralité se cachent des intérêts, des biais ainsi que de la manipulation. Développez votre esprit critique pour ne pas vous perdre dans le labyrinthe de récits façonnés pour orienter votre perception. Vous avez une affirmation sans ambiguïté, le titre « La sécheresse ne prendra pas de vacances » et ce titre est associé à une carte anxiogène très rouge. Et pourtant, en dessous, on parle de projection, donc c'est très incertain. Et le vrai danger, eh bien, ce sont les projections alarmantes du gouvernement. Elles sont, comme pour le Covid, pour manipuler vos émotions. Et bien entendu, tous les médias sont à l'unisson pour vous terroriser. Une vague de très très forte chaleur arrive en France et ce n'est pas bon signe. Une carte très très rouge. Oui, nous allons tous bouillir. Quand vous voyez une telle carte avec un titre aussi anxiogène, vous imaginez que la semaine prochaine, nous allons connaître des records de chaleur, des choses exceptionnelles. Eh bien, regardons la carte de Météo France pour ce mercredi si brûlant. 25 en Bourgogne, 20 degrés l'après-midi au bord de la Méditerranée. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés avec des mémoires de poissons rouges. Il fera beau la semaine prochaine, bonne occasion pour nos alarmistes de sortir de leur hibernation. 25 degrés en avril égale catastrophe climatique selon les médias. La météo n'est pas le climat, alarmisme complètement absurde. Vous avez compris que tout ce cirque a pour objectif de créer chez vous une sorte d'éco-anxiété pour vous faire accepter l'inacceptable, comme les ZFE et maintenant les ordures. Quand je parle des ordures, je ne parle pas de ceux qui nous gouvernent encore que, mais le tri des ordures. Les poubelles connectées sont un nouveau cauchemar imposé par nos technocrates excrologistes. Non seulement elles sont payantes, alors qu'il s'agit d'un service de base que nos impôts sont censés couvrir, mais en plus elles sont devenues un obstacle insurmontable, notamment pour les personnes âgées. Ces dispositifs se ferment automatiquement, sans tenir compte du rythme ou des capacités de chacun. Et ce n'est pas tout. Le système enregistre automatiquement chaque ouverture comme un dépôt. Résultat, même si vous n'avez rien jeté, vous êtes facturé comme si vous aviez rempli la poubelle. Un délire bureaucratique et numérique parfaitement dans l'air du temps, où l'on paie pour un service inaccessible et où la machine vous condamne d'avance sans recours réel. Voici donc la dernière folie de ceux qui dirigent aujourd'hui notre pays. Une caste technocratique déconnectée du réel, se réclamant de l'escrologie, mais dont les décisions n'ont pour effet que de compliquer la vie quotidienne et d'alourdir la souffrance collective. Et si vous n'obéissez pas suffisamment, les prévisions catastrophiques en l'an 2050. Et comme pour le Covid, zéro débat, zéro contradiction. On tente même de vous culpabiliser, c'est la première étape. Mais si vous ne croyez pas à leurs mensonges, la seconde étape, vous la connaissez, les insultes, mauvais citoyens, complotistes, extrême droite. Et enfin, si cela ne finit pas, la dernière étape, la mort sociale, oui, l'excommunication. Ils nous ont fait le coup pour le Covid. Autre information qui fait la une de la presse, les funérailles de François. Requiem aeternam dona eis, Domine lux perpetua luceat eis. Cardinal Sarah. Il y a eu le recueillement, la prière et hélas, le cirque avec Emmanuel Macron. Oui, le pétomane de l'Élysée a surjoué la tristesse.
Remarquez qu'il avait peut-être une raison d'être triste. Il s'est joué une comédie au Vatican avant la cérémonie, très humiliante pour Emmanuel Macron. On pourrait l'intituler Les trois sièges. Oui, il y a trois sièges autour d'une table, et quelques minutes après, il n'y en a plus que deux. Mais que s'est-il passé? La vidéo. À la basilique Saint-Pierre, Donald Trump n'a même pas fait semblant. Macron dégagé comme un vulgaire figurant pour pouvoir parler tranquillement avec Zelensky. La scène est captée par Don Scavino, proche de Donald Trump. Et franchement, c'est violent. Quand le vrai patron arrive, les petits font tapisserie. Macron est humilié sur la scène internationale une fois de plus. Pendant ce temps-là, les médias font semblant de ne rien voir. Bienvenue dans le vrai monde, Macron pèse peanuts face aux réels décideurs. Face à cette humiliation en mondiovision, Emmanuel Macron a tenté un contre-narratif avec Zelensky, Emmanuel de Villiers. Sous couvert d'enterrement du pape, Macron se fait encore bourrer le mou par Zelensky à l'ambassade de France au Vatican. On en a ras-le-bol de payer notamment pour couvrir des prévarications sur le dos des peuples contribuables français combattants ukrainiens. Mais attention, il faut bien comprendre que Macron éjecté par Donald Trump a une signification. Macron est dans une situation internationale de plus en plus instable. Télévé Liberté, François Asselineau. Le FMI est très inquiet sur la ruine de la France, constatant que ni Macron ni Bayrou ne sont capables de redresser la France. Le FMI anticipe une aggravation de notre déficit budgétaire à 6,1% du PIB en 2028, une dette de 4 000 milliards, 128% du PIB. Cette incapacité à gérer nos finances par Emmanuel Macron a fait que les milieux économiques sont en train de se détourner. Oui, les grands patrons ne soutiennent plus le Mozart de la finance. Et ils murmurent, il faut le dégager. Et autour d'Emmanuel Macron, vous le savez, il n'y a que des tocards, des communicants, des bas de plafond. Alors, comment pourraient-ils redresser la France? Voyez ce qu'ils sont capables de faire. Oh, une seule chose, vous faire les poches. Fiscalité locale, le gouvernement exclut un retour à la taxe d'habitation mais envisage une contribution modeste, la bonne blague. La taxe foncière a augmenté en moyenne de près de 30% depuis 2017. Il serait inadmissible d'augmenter encore la fiscalité. Décidément, la Macronie continue son atroce gestion des finances publiques, faire les poches des Français plutôt que de baisser la dépense publique. Tout le monde est à peu près d'accord. On ne peut plus continuer comme cela avec des Macron, des Bayrou et autres tocards. Et pendant ce temps-là, à l'Élysée, 600 000 € de fleurs coupées et autres agréments floraux. Le montant de la commande publique faite par la présidence de la République en août 2020 est inédit. Le montant dépensé par les prédécesseurs de Macron était 4,5 fois moindre. Rappelons à toute fin utile que François Fillon est tombé pour 3 costumes. Il dépense, il est incapable de gérer la France, et c'est nous qui devons régler la facture de son incompétence. Il y a un autre danger que la ruine que Macron refuse d'affronter. Le Figaro. La guerre civile est déjà là pour certains Français. De quoi parle-t-on quand à Saint-Denis, des policiers municipaux sont contraints de fuir attaqués par une trentaine d'individus? Quand à Toulon, 2 élèves policiers sont roués de coups pour avoir défendu des femmes harcelées dans la rue, ou encore quand le ministre de l'Intérieur décompte 63 faits de violence en 10 jours contre les prisons et leur personnel, Céline Kléber, haut fonctionnaire sous pseudonyme. Dans les arcanes du pouvoir, il est très mal vu de s'inquiéter du risque de guerre civile, un haut fonctionnaire témoigne. Remarquez que tout le monde le sait depuis plusieurs années, la France a perdu le contrôle de nombreux territoires, baptisés pudiquement par les journalistes zones de non-droit. Cela donne par exemple ce type d'événement. Des personnes sans billets tentent de forcer l'entrée du Stade de France pour assister au concert de Joule. Le retour des supporters anglais de Darmanin. Le bilan d'Emmanuel Macron dans tous les domaines est épouvantable, mais les solutions existent. Et on connaît l'origine de nos mots. Pustula, oui. Lors des funérailles de François, elle s'est approchée de Donald Trump pour le rencontrer.
Cette scène est quand même ironique. Imaginez, la presse européiste vomit sur Donald Trump à longueur d'articles et Van der Leyen s'humilie pour discuter avec Donald Trump. Van der Leyen a certainement appris que la NSA avait les SMS. Une affaire à suivre. Mais il faut savoir que Van der Leyen est dans le viseur. Le poisson pourrit par la tête. L'Union européenne exige la démission d'Ursula von der Leyen. L'Europe traverse une grave crise. Les relations avec la Russie se sont effondrées en raison des sanctions, du conflit en Ukraine, des différends commerciaux avec les États-Unis et des relations difficiles avec la Chine, indique le journal suisse. De hauts responsables de l'Union européenne considèrent qu'Ursula comme toxique et sa présence à la tête de l'Union comme néfaste. Sa démission pourrait ouvrir la voie à la résolution de nombreux problèmes, souligne le journal suisse. Comme Macron, Ursula a un bilan désastreux dans le domaine économique et également dans la gestion de l'immigration. Certains États sont en train de se réveiller, comme l'Autriche. Une mesure contraire au droit européen. L'Autriche suspend le regroupement familial, une première dans l'Union européenne. L'Autriche souhaite suspendre le regroupement familial, une mesure inédite dans l'Union européenne. Mais, selon des juristes, cette décision enfreint le droit européen et plonge les réfugiés dans l'incertitude. Plusieurs juristes affirment que cette mesure serait contraire au droit européen. Le gouvernement autrichien la justifie en faisant valoir que le système, éducatif en particulier, est surchargé et invoque la clause d'urgence. Un article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon lequel le droit national peut exceptionnellement primer sur le droit européen en cas de menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure. Un argument qui ne tient pas, selon Franz Leidenmüller, directeur de l'Institut de droit européen de l'Université de Linz. Cette clause d'urgence doit, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, être comprise de manière très stricte. Cela doit concerner l'existence de l'État, une menace de guerre civile ou une menace de chaos dans l'État, ce qui n'est pas le cas ici. Ce que l'Autriche prévoit est donc illégal. Cela va à l'encontre du droit jurisprudentiel et cela aura pour conséquence que l'Autriche sera condamnée. Franz Leidenmüller, directeur de l'Institut de droit européen de l'Université de Linz. L'Europe peut continuer à faire la sourde oreille et tenter de réprimer toute tentative de récupérer sa souveraineté en matière d'immigration. Mais voilà, les peuples se réveillent. Irlande. Énorme manifestation contre l'immigration de masse hier à Dublin. Et c'est à peu près la même chose dans toute l'Europe. Et les partis européistes, immigrationnistes, fondent comme neige au soleil, élection après élection. Leur défaite totale est pour bientôt. Autre sujet où Pustula se sent mal à l'aise, les pshut. Chikungunya à La Réunion et Mayotte, les plus de 65 ans retirés de la campagne de vaccination après 3 événements indésirables graves. Ils se sont fait pshouter contre le chikungunya et meurent en chopant le chikungunya. Ce scénario du chikungunya n'est pas sans rappeler celui de la dengue. Oui, il y avait une campagne de vaccination contre la dengue. C'est un virus qui est véhiculé par le moustique tigre, notamment dans l'Asie du Sud-Est. Eh bien, Sanofi avait été condamnée parce qu'elle avait produit ce vaccin après la mort dite suspecte de centaines d'enfants. Selon le professeur Sabatier, ces produits auraient pu développer des anticorps, oui, mais facilitants. Autrement dit, des anticorps qui accueillent le virus et le développent. Certains médecins, d'ailleurs, ont déjà fait le rapprochement. Pshout toujours. En Grèce, presque la moitié des morts du Covid enregistrés par les autorités sont en réalité morts d'autre chose. Je me demande bien si cette proportion est la même en France. USA, toujours sur le sujet. Le secrétaire à la Défense, Peter Hegseth, s'excuse pour le mandat du produit expérimental Covid en déclarant que l'administration précédente a commis des actes illégaux en imposant un produit expérimental à l'armée. Chose très étrange, toutes ces révélations sont oubliées par nos médias. Mais de quoi ont-ils peur? De la vérité? Nicolas Dupont-Aignan sur les révélations de Robert Fico, le Premier ministre slovaque. Révélation très importante du Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, qui prévient la population dans une vidéo que les vaccins anti-Covid, suite à une enquête qu'il a missionnée, comprennent des substances nocives et beaucoup d'ADN,
susceptible de modifier la génétique des individus. Dans certains échantillons de ces vaccins, il va missionner une enquête complémentaire. C'est la première fois qu'une autorité gouvernementale, même s'il y a eu des résultats d'enquête en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, démontre le danger de ces vaccins et leurs effets secondaires. Ce que je disais depuis des années, alors que j'ai été traîné dans la boue. Aujourd'hui, je demande une commission d'enquête indépendante en France. Je demande la suspension de ces vaccinations, comme le fait le Premier ministre slovaque, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées. C'est vital pour la santé publique. C'est la moindre des choses pour la vérité scientifique. Florian Philippot, on a empoisonné mon peuple. Et en France, eh bien, comme Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Murer, Florian Philippot exige la même transparence. Il y a urgence. Selon une étude, une autre théorie du complot se confirme. Le nombre de décès attribués aux produits expérimentaux contre le Covid a été dissimulé. La Norvège dénonce une dissimulation de la hausse mondiale des décès parmi les personnes vaccinées contre le Covid. À votre avis, combien de temps le Poudré et Pustula pourront-ils continuer à mentir sur le sujet? L'étau se resserre. Une disparition mystérieuse. Virginia Giuffre, l'une des victimes d'un trafic sexuel et qui accusait Jeffrey Epstein, est morte. Elle a mis fin à sa vie selon sa famille. Elle accusait également le prince Andrew de faire partie du trafic. Alexis Poulain. Virginie Giuffre avait déclaré publiquement en 2019 qu'elle n'était pas vraiment tentée par la chose et avait averti que si quelque chose lui arrivait, les gens devraient s'assurer que les responsables soient démasqués. Trop de gens maléfiques veulent me voir réduite au silence. Cette histoire sent de plus en plus mauvais. Frédéric Egui. Virginia, l'esclave sexuelle qui avait porté plainte contre le prince Andrew, a été retrouvée morte dans son appartement. Les autorités ont conclu qu'elle avait mis fin à ses jours. Fin mars, elle s'était faite percuter par un bus mais avait miraculeusement survécu. Résumons. Jeffrey Epstein est mort en prison. Officiellement, il a mis fin à ses jours. Jean-Luc Brunel est mort en prison. Officiellement, il a mis fin à ses jours. Aucun des clients du réseau n'a été confronté à la justice. Les liens évidents de l'affaire avec les agences de renseignement ont été étouffés par la presse. Et la victime la plus médiatique vient de mourir. Officiellement, elle a mis fin à ses jours. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d'être tenus pour responsables de leurs actes. J'espère que d'autres victimes verront qu'il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, et de récupérer sa vie en s'exprimant et en exigeant justice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.